Le château de Chambord est un château français de style Renaissance. Il a été construit sous le règne de François Ier à partir de 1519, époque à laquelle la cour royale était installée dans cette région de la Loire. Si plusieurs architectes ont travaillé à l'édification du château, François Ier lui-même fut personnellement impliqué dans sa conception et certainement avec l'aide de son ami Léonard de Vinci. En 1519 s'ouvre le chantier de Chambord. Cette nouvelle merveille du monde est destinée à immortaliser son constructeur François Ier, le prince architecte. « 1800 ouvriers vont travailler à la construction du château. Louis XIV fait également créer un parterre devant la façade nord et aménager le canal. Quand le roi Louis XIV venait à Chambord en présence de Madame de Maintenon, il était parfois accompagné de la troupe du célèbre Molière qui jouait devant lui des comédies-ballets sur des musiques de Lully. Puis les princes de sang ont hérité du domaine et l'ont géré tant bien que mal en traversant la Révolution française. Le château de Chambord a une silhouette très spécifique et il constitue l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. Il possède 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux et frontons sculptés. Parmi les dessins que Vinci laissa, on a retrouvé des structures en croix grecque, caractéristiques du château de Chambord, tout comme de plusieurs églises italiennes de l'époque, dont la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome, construite au même moment. Mais ce plan était rarement utilisé pour des bâtiments laïques. Il a été modifié par l'ajout des deux ailes, desservies par les deux escaliers Renaissance à hélice. Dans le corps central, également appelé le donjon, l'atmosphère est différente. Les 4 halls qui forment la croix grecque sont majestueux. Et les rues centrales, initialement ouvertes, ont été pourvues de cheminées devant lesquelles les hôtes peuvent se réchauffer en attendant d'être reçus par le roi. Au centre trône le majestueux escalier en double hélice, le trésor de Chambord. L'escalier à double révolution demeure incontestablement l'élément architectural le plus marquant du château. On peut monter de chaque côté sans jamais s'y rencontrer. Il est constitué d'un noyau central ajouré autour duquel s'enroulent 2 rampes d'escalier pour desservir les étages principaux de l'édifice. Ce plan en croix détermine ainsi dans le donjon 4 quartiers d'habitation absolument similaires à chaque étage. Et il y a 4 appartements carrés et 4 appartements dans les tours rondes à chaque niveau. La visite s'ordonne donc principalement dans la verticalité des 3 étages du donjon et seules se distinguent les 2 ailes opposées, dont l'aile royale de François Ier, constituée de l'ancienne grande salle du Conseil et d'une chambre royale avec ses petites annexes. Après François Ier, Louis XIV s'implique aussi dans l'évolution du château qu'il aime. Les appartements royaux évoquent aujourd'hui le flamboyant XVIIIe siècle, lorsque le château est alors habité par un proche du roi Louis XV, le maréchal de Saxe. On y découvre les importants aménagements entrepris à cette époque pour apporter chaleur et confort à l'édifice. Au bout de l'enfilade, les courtisans pénétraient dans la chambre de parade où ils pouvaient assister au lever du roi. À l'époque du maréchal de Saxe, les anciennes pièces à vivre du palais sont divisées par des cloisons de bois en plusieurs petites pièces, comme des cabinets de travail, des antichambres ou des chambres, dont le décor rappelle encore le XVIIe siècle. Dans ce plan de construction très géométrique,
s'agencent dans une parfaite symétrie, tous ces appartements meublés de belles pièces surmontés de tableaux d'époque. Dans le parc, le canal est de nouveau creusé et dégagé et en 1981, le domaine est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La grande terrasse du 3e étage, elle aussi inspirée par Léonard de Vinci, fait le tour du donjon, lui-même surmonté par la tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur. L'arrivée sur les terrasses est une source d'émerveillement. Outre la vision à 360 degrés qu'elles offrent sur les abords et le parc, elles donnent le sentiment d'être au cœur d'un village céleste. Les toitures des pavillons sont hérissées de tourelles d'escalier, de souches de cheminées, de lucarnes au décor foisonnant. Le château de Chambord a une silhouette très caractéristique. L'exubérance des parties sommitales rompt avec la sobriété des façades et donne une envolée lyrique à la masse imposante du donjon. François Ier avait fait construire une grande esplanade côté sud pour faire le lien avec le parc. La silhouette très particulière du château signé par le roi François Ier lui-même reste néanmoins une énigme architecturale en France. Il est très probable que Chambord soit né en partie de l'imagination féconde de Léonard de Vinci, alors transfuge de la cour d'Italie et ami du roi de France. Durant les 3 dernières années de sa vie, il a travaillé ici comme architecte à la cour de François Ier. Et il mourut d'ailleurs non loin, juste avant le démarrage des travaux. Le château de Chenonceau fait partie des châteaux communément appelés châteaux de la Loire, au temps de la Renaissance française, où la cour royale se déplaçait souvent dans cette région à l'abri de la capitale. Bâti en 1513 sur une base médiévale par Thomas Bohier et sa femme Catherine Brissonnet, embelli par Diane de Poitiers puis par Catherine de Médicis, sauvé pendant la Révolution française par Louise Dupin, il est ainsi surnommé le Château des Dames. Thomas Bohier et sa femme vont donc entreprendre de nombreux travaux, amorçant la transformation du domaine et sa mue vers ce que nous observons aujourd'hui. On accède au rez-de-chaussée par un escalier suivi d'un petit pont. Diane de Poitiers, la seconde femme importante de ce château, était confidente de François Ier et fut ensuite la favorite de son fils Henri II. Elle exerça une grande influence sur ce roi qui l'aima sincèrement, bien qu'elle eût 20 ans de plus que lui. Sous son règne de 1547 à 1559, elle bénéficia d'un grand nombre d'honneurs et de dons, dont notamment le château de Chenonceau. À la mort de Henri II en 1559, son épouse Catherine de Médicis va prendre sa revanche sur Diane de Poitiers, sa rivale, la favorite du roi. Catherine fait donc édifier sur le pont de Diane cette galerie formant un espace de réception unique au monde et donnant ainsi au château son aspect actuel. Longue de 60 mètres et large de 6, elle servait de salle de bal et fut inaugurée en 1577 lors des fêtes données par Catherine de Médicis et son fils Henri III.
Catherine de Médicis est une figure emblématique du XVIe siècle, mais son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de religion opposant catholiques et protestants, et son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy contribue à en faire une figure controversée. Une légende noire la dépeint comme une personne acariâtre, jalouse du pouvoir, ne reculant devant aucun crime pour conserver son influence. Mais aujourd'hui, on reconnaît néanmoins en elle une des plus grandes reines de France. Dans le corps de logis, 2 cabinets italiens du XVIe siècle ont été aménagés. C'est l'ancien cabinet de travail de Catherine de Médicis pendant sa régence, et l'on distingue au plafond les 2 C entrelacés du logo de Catherine. Par son mariage avec Henri II, Catherine de Médicis était devenue reine de France et la mère de 5 futurs rois et reines, François II, Charles IX, Henri III, Élisabeth d'Espagne et Marguerite, dite la reine Margot. Une pièce du château est dédiée aux 2 filles et 3 belles-filles de Catherine de Médicis. C'est la chambre des 5 reines. Sur les murs, on peut voir une suite de tapisseries des Flandres du XVIe siècle représentant le siège de Troyes ou le couronnement du roi David. Après la mort de ses 2 frères, Henri III accédera au trône de France et mettra ainsi fin à la régence de Catherine de Médicis. Les fastes continueront dans cette villégiature royale qu'est Chenonceau, et la cour aimera venir ici se montrer dans l'entourage du roi. Mais Henri III sera assassiné en 1589 et l'histoire du château va continuer à être marquée par les femmes qui en furent les bâtisseuses ou en seront les propriétaires. Parmi elles, Louise de Lorraine, la veuve du roi, dont la chambre au 2e étage porte le deuil de son mari. Elle vivra ainsi jusqu'à sa mort et sera entourée de religieuses qui avaient élu domicile à Chenonceau, transformant le château en une sorte de couvent. Mais la vie continue et grâce à ces fabuleux territoires de chasse, la cour va continuer à fréquenter le château. Le Salon Rouge a été redécoré à l'occasion de la venue de Louis XIV le 14 juillet 1650. Ce salon tendu de rouge possède une collection de portraits des XVIIe et XVIIIe siècles français. Parmi ceux-ci, le portrait d'apparat du roi Soleil par Rigaud et dont le grand cadre en bois sculpté et doré par Lepôtre est composé seulement de 4 énormes pièces de bois. Un portrait également de Madame Dupin qui sauvera le château durant la Révolution française et un magnifique tableau de Rubens montrant l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste. À côté, la chambre de Gabrielle d'Estrées, la maîtresse sulfureuse d'Henri IV. Les murs sont ornés de tentures dont les cartons sont de Lucas de Leyde et de Lucas van Neuvel. La cheminée, le sol, le mobilier, le lit à baldaquin sont Renaissance. Le château de Chenonceau compte 2 jardins principaux, le jardin de Diane de Poitiers et celui de Catherine de Médicis, situés de part et d'autre de la Tour des Marques. C'est la succession des différents propriétaires qui a donc donné au château la célèbre image que nous lui connaissons aujourd'hui. Serti de plusieurs jardins d'agréments fleuris à chaque saison, d'un parc et d'un domaine viticole, il est le monument historique privé le plus visité de France avec près de 850 000 visiteurs annuels, dont 40% d'étrangers.
Avant d'être rattaché à la couronne royale en 1434, le château d'Amboise, qui surplombe la Loire avec sa silhouette si particulière, appartenait depuis plus de 4 siècles à la puissante famille d'Amboise. Puis, durant la Renaissance, il servit de résidence à plusieurs rois de France en raison de la sécurité que fournissait sa forteresse. Partiellement détruit après la Révolution française, le château, ou plutôt ce qu'il en reste, est flanqué au nord et au sud de 2 énormes tours cylindriques. Elles sont occupées par 2 rampes hélicoïdales en pente douce qui permettaient aux chevaux et aux carrosses d'accéder à la cour du château perché sur un éperon rocheux dominant la Loire. Le logis royal, qui se trouve au sommet de la colline, est l'un des premiers exemples de l'inspiration italienne sur les bords de la Loire. Il traduit le passage progressif entre l'architecture gothique et Renaissance. Passionné par la culture italienne qu'il avait découverte pendant les campagnes d'Italie, le roi Charles VIII invita alors à Amboise de nombreux artistes transalpins qui allaient totalement transformer le château à la mode de la Renaissance. Durant les travaux, plus de 250 maçons travaillaient en permanence sur le chantier du nouveau château. Mais Charles VIII mourra jeune. C'est son successeur Louis XII qui fera construire la seconde aile perpendiculaire à la première dans le pur style Renaissance. Et à sa mort, François Ier entamera son règne ici avant de partir pour Chambord. La salle du conseil, la plus vaste du château, était le pôle du pouvoir royal. Elle est marquée par la tradition gothique avec son plafond soutenu par des croisées d'ogives. Y est sculpté le A de Anne de Bretagne, l'épouse de Charles VIII et de Louis XII. Sur la cheminée trônent les emblèmes de la France avec les fleurs de lys. Et sur les piliers, ceux de la Bretagne, avec les queues d'hermine. Dans l'aile Renaissance du château, la salle de l'échanson était réservée au dîner du roi. De belles tapisseries du XVIIe ornent les murs. Elles ont été réalisées dans la célèbre manufacture de Busson, d'après des cartons, du célèbre décorateur de Louis XIV, Charles Lebrun. L'une d'entre elles vient des Flandres et représente l'hommage de la famille de Darius à Alexandre le Grand. Cette salle montre les nombreux changements apportés par le goût de la Renaissance, notamment dans les arts de la table. Les tréteaux médiévaux cèdent la place à la table à l'italienne qui dispose de rallonges. Le buffet, en revanche, est gothique. C'est l'époque où l'on commence à utiliser la fourchette en plus du couteau et de la cuillère. Le château disposait de 2 salles des gardes, dont la rapprochée qui était composée principalement de nobles. Il contrôlait l'accès de l'escalier menant à l'étage royal. Du chemin de ronde, il pouvait de plus contrôler les environs et donner l'alarme en cas d'attaque. Les 2 tours très massives se situent respectivement sur la façade nord et ouest du château. Elles donnent accès au parc aménagé sur la terrasse qui était un jardin à la française à l'époque. Au fond du parc, la chapelle Saint-Hubert fut, elle, édifiée et sculptée par des artistes flamands dans le pur goût gothique flamboyant, avant que Charles VIII ne découvre l'architecture italienne. Construite en pierre calcaire, c'est une véritable œuvre de dentelle de pierre. La sculpture représente le roi et Anne de Bretagne priant la Vierge. Dans cet univers de transparence, le bâtiment montre son ossature élégante sous laquelle venait prier la cour de France.
Une stèle rappelle que Léonard de Vinci est enterré ici, après avoir passé les 3 dernières années de sa vie, de 1516 à 1519, à Amboise, sur invitation du roi François Ier, qui le nomma premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Dans le parc, une statue lui rend hommage. À partir de François Ier et d'Henri III, les séjours royaux se firent plus rares pour devenir quasi inexistants. Peu à peu, le château s'est alors transformé en prison de luxe pour les grands personnages de l'État qui pouvaient conspirer contre la royauté en place. Dans le parc, un petit cimetière rappelle la captivité de l'émir d'Alger, Abdelkader, et de ses compagnons entre 1848 et 1852, après la conquête de l'Algérie par la France. Il fut libéré plus tard, mais certains de sa famille et de son entourage sont morts ici. On le voit, le château d'Amboise est un véritable livre d'histoire, mais aussi un exemple marquant des débuts de la Renaissance qui a détrôné l'art gothique en France à la fin du XVe siècle. À Albi, dans le sud-ouest de la France, la cathédrale Sainte-Cécile a été construite sur un piton rocheux qui domine le Tarn. Construit à partir de l'an 1282, ce monument sans égal affirme sa puissance à travers le style typique du gothique méridional. Au XIIIe siècle, à la suite de l'hérésie cathare et de sa répression par la croisade contre les Albigeois, les catholiques alors maîtres de la ville, mais jugeant la situation encore instable, décident d'édifier une cathédrale forteresse comme une démonstration de leur puissance. L'édifice surprend par le contraste entre son allure extérieure austère de forteresse militaire et la richesse picturale et sculpturale de son intérieur. Son décor, à nul autre pareil, accentue son caractère d'exception. Elle est la seule cathédrale d'Europe dont les murs et les voûtes sont entièrement peints. Ce majestueux décor du début de la Renaissance comporte un jugement dernier qui est l'un des plus beaux de la période médiévale. La cathédrale abrite également un chœur qui appartient aux merveilles de l'art flamboyant et dont la clôture est peuplée d'une statuaire datant de la fin du Moyen Âge. Classée depuis 2010 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Sainte-Cécile est aujourd'hui l'une des cathédrales les plus visitées de France. Après la dissidence, puis la mise au pas des hérétiques cathares au XIIIe siècle, le pouvoir catholique avait donc besoin d'afficher sa puissance, et ceci rapidement. Dans le sud décimé, détruit et manquant de ressources, la redécouverte de la brique de terre cuite, tant prisée des Romains, sert alors l'idée de bâtir vite et pas cher. Facile à fabriquer sur place et plus aisée à mettre en œuvre par des maçons moins qualifiés que pour la pierre, elle permet alors une avancée plus rapide du chantier. Celui-ci est mené par un évêque nommé par Rome, Bernard de Castanet. Le chantier utilise ici la brique à dessein dans 2 buts.
La rapidité d'exécution, donc, pour montrer la puissance de l'Église catholique et pour protéger son sanctuaire par des murs épais, mais aussi à des fins politiques pour afficher un sentiment de pauvreté en réponse au catharisme qui prenait ce mode de vie dans le sud de la France et qui était opposé à la féodalité et à la propriété privée. Si la brique originale conférait chaleur et couleur à l'édifice, les rajouts effectués plus tard ont été réalisés en pierre. Vers 1400, l'évêque Dominique de Florence fait élever le portail qui donne accès à la cathédrale depuis la ville. Le baldaquin, lui, a été construit vers 1520, encore 100 ans plus tard. C'est un porche grandiose et luxueusement orné qui marque l'entrée méridionale de la cathédrale, la seule ouverte aux fidèles. Large de 6 mètres, les grandes arcades ornées culminent à 25 mètres de hauteur. L'ouvrage présente des torsades et des chapiteaux qui suggèrent des influences ibériques, et ici aussi l'architecture a des raisons politiques. En effet, face au protestantisme envahissant qui prône l'austérité, les catholiques veulent offrir une vision généreuse de la Jérusalem céleste. Ainsi, le baldaquin et le porche d'entrée marquent le passage du monde profane à l'univers du sacré et du merveilleux. La nef, d'une longueur de 97 mètres, est bordée de 15 chapelles construites entre les contreforts, toutes plus ornées les unes que les autres. De style baroque, le décor intérieur, entièrement peint, couvre environ 18 500 mètres carrés. C'est le plus précoce ensemble de peinture italienne du début de la Renaissance en France, et les voûtes constituent un des chefs-d'œuvre majeurs de la peinture monumentale. Le jubé de pierre, ajouté à l'intérieur du chœur de la cathédrale, est la façade d'une clôture qui est une véritable église de dentelle de pierre dans l'église. Cette clôture isole le chapitre des chanoines qui se tient dans le chœur du reste des fidèles lors des offices. Elle est de style architectural gothique, flamboyant. Sa présence dans ce remarquable état de conservation est d'autant plus précieuse que la plupart des jubés ont été détruits. Il n'en reste qu'une dizaine en France. Pour franchir le jubé, il faut donc passer sous ce porche qui représente la clôture de chœur. À l'intérieur, le chœur offre tout le somptueux nécessaire à la vie religieuse et à la flamboyance du gothique qui élève les âmes. Le chœur comprend donc les stalles dans lesquelles les chanoines assistaient à l'office. La cathédrale d'Albi est l'une des rares églises et l'unique cathédrale française placée sous l'invocation de Cécile de Rome. Une des chapelles situées sur le pourtour de la nef lui est d'ailleurs dédiée. Les murs, les voûtes et les arcs de la cathédrale et des chapelles sont entièrement recouverts de fresques riches en couleurs et aux dimensions exceptionnelles. Elles forment l'ensemble de la peinture Renaissance italienne le plus vaste et le plus ancien de France. Elles relatent bien sûr la vie de Sainte Cécile, mais aussi des épisodes bibliques. Ainsi, les éléments pédagogiques destinés aux fidèles que l'on trouve généralement à l'extérieur des églises sont ici à l'intérieur. Parmi les chapelles de la nef, une a contenu une relique de la croix du Christ. Sur ces murs persiste un témoignage du temps où les peintres italiens œuvraient ici. Autre merveille de la cathédrale, la peinture du Jugement dernier réalisée sur son mur ouest à la fin du XVe siècle, avant donc le remaniement Renaissance de la cathédrale. Au-dessus de la gigantesque peinture se trouve l'orgue dont un premier modèle avait été installé en 1514. Très vraisemblablement d'inspiration italienne,
Cet instrument était d'une dimension similaire au buffet actuel, ce qui faisait de lui certainement le plus grand orgue de la chrétienté. Avec ses 4 claviers, ce second modèle datant de 1734 offre lui aussi des dimensions exceptionnelles avec plus de 16 mètres de largeur pour plus de 15 mètres de hauteur. Visible de tous côtés à l'approche d'Albi, la cathédrale, imposante par sa hauteur et par la majesté de son clocher, est comme un phare qui baliserait la route de la foi et invite à s'en rapprocher.